Notre prochain invité maintenant s'appelle John Carpay. Il est né aux Pays-Bas et a grandi en Colombie-Britannique. Il a obtenu sa licence en sciences politiques à l'Université de Laval de Québec et son baccalauréat en droit à l'Université de Calgary. Parlant couramment l'anglais, le français et le néerlandais, John a servi la Fédération canadienne des contribuables en tant que directeur de l'Alberta de 2001 à 2005, plaidant pour une baisse des impôts et un gouvernement responsable. Admis au barreau en 1999, il a défendu la liberté et l'état de droit dans des affaires constitutionnelles dans tout le Canada. En tant que fondateur et président du Justice Center for Constitutional Freedoms, John a consacré sa carrière juridique à la défense des libertés constitutionnelles par le biais de litiges et de l'éducation. En 2010, il a reçu le Pyramid Award for Ideas and Public Policy en reconnaissance de son travail de défense de la Constitution et de sa réussite dans la création et la gestion d'une organisation à but non lucratif pour la défense des libertés des citoyens. Il siège au Conseil consultatif de iJustice, une initiative du Center for Civil Society en Inde. Aujourd'hui, M. Carpay nous parle du Canada d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle John Carpay et je suis avocat et le président du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. Aujourd'hui, je vais parler des droits et libertés fondamentales qui sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Dans les dernières décennies, on a vu un grand déclin, une dégradation de nos droits et libertés. Surtout, la liberté d'expression est très menacée aujourd'hui. On entend souvent, il ne faut pas dire ça, c'est homophobique ou c'est transphobique ou c'est islamophobique. Mais la liberté d'expression est très importante pour la société libre. La liberté d'expression nous permet de rechercher et obtenir la vérité. Souvent, on apprend, puis on peut atteindre la vérité par le débat, par la discussion, en discutant les choses. C'est comme ça que nos pensées sont raffinées. Et ça s'applique aussi au plan politique. Si on veut avoir des bons politiques publiques en matière de santé, de sécurité nationale, d'immigration, le financement, le budget, n'importe quel sujet, si on veut des bons politiques, il faut avoir le débat, la pensée, la discussion. Et pour ça, il faut protéger la liberté d'expression. On a dit, lorsque tout le monde pense du même sens, personne ne pense beaucoup. Si nous pensons tous la même chose, il n'y a pas beaucoup de pensée. Alors, la protection de nos droits et la liberté, ça prend le courage. Parmi les clients que le Centre juridique a défendus dans la dernière décennie, il y avait des étudiants à l'Université de Calgary qui ont formé un club pro-vie. Ils ont fait des activités sur le campus, ils ont eu l'affichage d'une façon pacifique et l'université leur a menacé avec l'expulsion s'ils continuaient à faire leur expression pacifique. C'était très difficile pour ces étudiants. Imaginez que si tu as 20 ans, 18 ans, 22 ans, tu es en train de faire ton bac et aujourd'hui, c'est presque impossible d'entrer dans plusieurs professions sans une éducation universitaire. Alors, lorsque l'université a menacé les étudiants avec l'expulsion de l'université, s'ils continuent à faire leurs expressions, c'était très difficile pour eux. Moi, je me demande si j'aurais eu ce courage, ce qu'ils ont eu, si j'avais 20 ans. En tout cas, les étudiants ont décidé de continuer à faire leur expression sur le campus.
l'université a commencé des procédures de discipline contre les étudiants, leur a trouvé coupables de violer des règles de l'université. La punition était très légère, c'était une admonition seulement. Pourtant, l'université a dit aussi, si vous continuez, les punitions vont devenir de plus en plus grandes, résultant éventuellement dans l'expulsion de l'université. Alors, on est allé en appel dans le système universitaire et à la fin, c'était le conseil administratif de l'Université de Calgary a continué à dire les étudiants sont coupables. Et là, on a commencé un processus juridique et après 3 ans de litige, la Cour a rendu un jugement contre l'université, disant que l'université n'était pas raisonnable en supprimant le droit de liberté d'expression des étudiants. Alors c'était une bonne victoire pour la liberté d'expression. Mais la leçon là-dedans, la chose qu'il faut apprendre, c'est qu'on n'aurait jamais eu cette victoire sans le courage des étudiants qui ont continué avec leur expression, qui ont continué à agir de leurs convictions, même dans une situation très difficile. Ce sont mes héros. Je leur admire et c'était vraiment un privilège pour moi de pouvoir représenter ces étudiants dans la cour. Comme la liberté d'expression, qui est une des bases de notre société libre, la liberté religieuse, elle aussi, est menacée au Canada aujourd'hui. Il y a 2 ans, en 2018, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement contre l'Université Trinity Western en Colombie-Britannique. L'Université Trinity Western est une université privée fondée dans les années 60. C'est une communauté chrétienne évangélique et depuis le début de l'université, ils ont toujours demandé aux étudiants de faire partie de la communauté. Et il y avait des règles, comme toute université a des règles. Une des règles de l'université, si on choisit d'étudier là-bas, c'est l'abstinence des relations sexuelles hors du mariage d'un homme et une femme. Là, l'université Trinity Western a commencé à créer un programme, une faculté de droit. L'université avait déjà une faculté pour les infirmières, une faculté d'éducation, alors ils voulaient aussi créer une faculté de droit. Ils ont fait toutes les étapes nécessaires pour accomplir ça, tout un processus d'accréditation. Les barreaux de plusieurs provinces ont tous dit que leur programme était bon, point de vue académique et professionnel. Mais avant de pouvoir ouvrir ça, le barreau de la Colombie-Britannique, le barreau de l'Ontario et le barreau de la Nouvelle-Écosse ont dit « Vous ne pouvez pas ouvrir votre école de droit parce que vous avez cette croyance que les relations sexuelles hors de mariage d'un homme et une femme, ça, il faut changer ça, et sinon, vous ne pouvez pas ouvrir votre école de droit. » Cela est une attaque farouche contre la liberté religieuse. La Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté religieuse comme la première liberté. C'est la première chose qui est mentionnée dans la Charte. Et c'est si important. Si on veut limiter le gouvernement, si on veut protéger nos libertés, c'est la liberté religieuse qui vient premièrement. Et on voit à travers l'histoire que ce sont les régimes totalitaires tels que le régime communiste en Russie, le régime nazi en Allemagne, les autres régimes à travers le monde. La première chose qu'ils attaquent, c'est la liberté religieuse. Pourquoi ça? C'est parce que lorsque les gens croient en Dieu, il y a une chose qui est plus importante que l'État. Et les régimes totalitaires, les dictatures n'aiment pas ça. Ils veulent que le gouvernement soit la chose ultime. Et la liberté religieuse veut dire que les gens vont se comporter premièrement selon leur conscience, leurs convictions, la moralité, ce qui pose une limite sur le gouvernement lorsque le gouvernement veut faire des mauvaises choses.
Là, l'Université Trinity Western a commencé des actions juridiques contre les barreaux de ces 3 provinces qui ont nié le programme. Ils ont gagné des victoires devant les cours d'appel en Colombie-Britannique ainsi que la Nouvelle-Écosse. À la fin, c'était la Cour suprême du Canada qui devait rendre une décision là-dessus. Malheureusement, la Cour a rendu jugement contre l'université et a nié leur liberté religieuse ainsi que leur liberté d'association. C'était un jour triste dans l'histoire juridique du Canada parce qu'il paraît que la Cour ne comprenait pas bien que c'était les barreaux qui devraient respecter la liberté religieuse et il n'y avait aucune obligation sous la charte imposée sur l'université Trinity Western. Mais la Cour a agi comme si l'université avait des obligations du gouvernement. En tout cas, les luttes continuent. On ne va pas être découragé par des jugements des cours qui viennent parfois, qui ne sont pas bons. On continue. Il y a quelques années, le centre juridique a eu comme client un couple chrétien à Edmonton qui voulait adopter des enfants plus vieux. Ils croyaient que Dieu leur a appelés à devenir des parents adoptifs pour les enfants plus aînés, qui souvent ne sont pas adoptés, parce que les gens qui veulent adopter des enfants typiquement veulent adopter des bébés, ne veulent pas adopter des enfants qui ont déjà 5 ans ou 10 ans ou 15 ans. Alors, ce couple a fait demande, a subi toutes les procédures, les demandes, les applications, les études. Des agents du gouvernement sont venus regarder la maison, et les finances et toutes les entrevues. Et enfin, la conclusion était que ce couple était stable, dans un bon état financier, tout était bon. Mais la question a été posée, qu'est-ce que tu ferais si tu avais adopté un enfant gay? Et le couple a répondu, bon, c'est parfait, ça ne me pose pas de problème. Question posée, est-ce que tu encouragerais ton enfant à explorer sa sexualité? Et le couple a dit, ben non, nous sommes chrétiens et on croit que la sexualité, c'est pour le mariage. Alors non, on n'encouragerait pas nos enfants adoptifs à explorer leur sexualité. Là, l'agent du gouvernement a tiré la conclusion que ce couple ne pouvait pas adopter parce qu'ils n'encourageraient pas leurs enfants à explorer leur sexualité. C'est très triste parce que souvent les adoptions sont faites surtout par les chrétiens qui veulent adopter des enfants. Alors en niant ça, si on a ça comme politique, ça va réduire beaucoup le nombre d'enfants qui peuvent être adoptés. Là, on a commencé un processus juridique contre le gouvernement d'Alberta. Heureusement, le processus n'est pas allé loin parce que le gouvernement a assez rapidement dit « Ah, nous avions tort, on va changer nos politiques ». On a couramment, actuellement, un autre processus semblable en Ontario où il y avait une agence gouvernementale qui a nié le droit de devenir parent adoptif à un couple chrétien à cause de leur croyance chrétienne. Alors, il faut toujours défendre la liberté religieuse. Si on ne fait rien, ça va disparaître. Plus récemment, on a une grande attaque contre nos droits et nos libertés par les mesures du confinement qui sont commencées au mois de mars à travers le Canada, dans toutes les provinces et à travers le monde. C'est une situation assez étrange parce que, au début, les autorités nous ont dit qu'il faut un confinement de quelques semaines pour faire baisser la vague, pour contrôler un petit peu le virus. Maintenant, on est 6, 7, 8 mois plus tard et les mesures de confinement existent toujours. La Charte canadienne des droits et libertés
dit que les gouvernements peuvent violer temporairement, d'une façon très spécifique, nos droits et les libertés, mais il faut justifier ça et il faut démontrer que les bénéfices tirés par la violation de nos droits et les libertés, que les bénéfices sont plus grands que les effets néfastes. Le confinement est contre plusieurs droits et libertés qui sont protégés par la Charte. Par exemple, la liberté d'association est violée par le confinement. La liberté d'assemblée pacifique est violée par le confinement. La liberté religieuse est violée par le confinement. Le droit à la liberté et la sécurité de la personne sont violés par le confinement. Alors c'est très grave et il faut reconnaître que même si l'intention est bonne, même si le but est bon, même si ça concerne sauver les vies des gens, même avec un but si important, il est important de ne pas oublier que notre société libre, c'est essentiel de protéger nos droits humains, qui ne disparaissent pas dans le nom d'un bon but. Sous la Charte, il faut que les politiques publiques sont basées sur les faits et non pas sur la peur. On nous a dit au mois de mars qu'il y aura des millions de personnes qui mouriront du Covid. Aujourd'hui, 6, 7, 8 mois plus tard, nous savons que ces chiffres étaient faux. On a eu des centaines de milliers de personnes qui sont mortes, oui, mais pas les millions tels que prévus. Pourtant, les mesures de confinement sont basées sur l'idée que ce virus est si dangereux qu'il faut imposer le confinement sur des millions de personnes, ce qui est un nouvel expériment qui n'a jamais été fait dans l'histoire humaine. La quarantaine, toujours concernait l'isolement des malades. La quarantaine, ce n'est pas isoler toute la population qui est en bonne santé. Alors, les gens aiment dire que c'est la science, mais la science est basée sur plusieurs expériments et on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Un nouveau expériment, tel que le confinement aujourd'hui, ce n'est pas la science. Il n'est pas clair combien de vies ont été sauvées par le confinement. Les politiciens aiment bien dire sans le confinement, il y aurait beaucoup plus de personnes mortes. Ça, c'est la spéculation. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais l'évidence n'existe pas pour appuyer cette idée que le confinement a vraiment sauvé des vies. Mais même si le confinement a sauvé des vies, il faut regarder combien de personnes sont mortes à cause de ces mesures. En Alberta, il y avait un homme, Jerry Dunham, 46 ans, père de 2 filles. Son cœur fonctionnait à seulement 25%. Il avait besoin d'un pacemaker pour sauver sa vie. La directrice de la santé publique a été dit que ce service médical était non essentiel. Alors, il ne pouvait pas avoir son pacemaker. Jerry Dunham a eu peur lorsqu'il a lu au mois de mai qu'en Ontario, il y avait 30 patients cardiaques qui attendaient leur chirurgie, qui sont morts à cause du confinement, à cause de l'annulation des chirurgies. Il a lu ça, il a écrit sur Facebook « J'espère que je ne deviens pas une statistique ». Il est devenu statistique. Au mois de juin, juste 2 semaines avant le jour des pères, il a subi une attaque cardiaque et le personnel médical est venu, l'ont apporté à l'hôpital, mais c'était trop tard. C'était une scène si triste, a dit sa femme, de voir pleurer les 2 filles qui ont dit « Papa, reviens, papa, où es-tu » Alors 2 filles, âgées de 6 ans et 9 ans, sont sans père, ont perdu leur père 2 semaines avant la fête des pères, au mois de juin 2020. Il y a beaucoup d'autres histoires comme ça, les gens qui sont morts parce que le confinement a annulé leur chirurgie.
Il y a aussi des augmentations dans l'anxiété, la dépression, la violence conjugale, la violence en famille, la suicide, toutes sortes de mal. Sous la Charte des droits et libertés, les gouvernements ont l'obligation constitutionnelle de regarder et de rechercher et de faire l'effort à apprendre tous les effets néfastes du confinement. C'est leur obligation constitutionnelle de faire cette analyse. Ils ne peuvent pas simplement déclarer que le confinement est une bonne chose, ça va sauver beaucoup de vies, sans vraiment réfléchir, penser et faire la recherche pour découvrir tous les effets néfastes du confinement, afin qu'ils puissent, à la fin du jour, passer, c'est quoi les effets positifs, les effets négatifs. Seulement à ce moment-là, ils ont le droit de continuer avec ces mesures. Jusqu'à maintenant, il paraît que les politiciens n'ont pas encore commencé à faire ce travail dur, ce travail lourd d'analyser tous les effets néfastes du confinement. Alors le centre juridique est en train de faire ce devoir, ce que le gouvernement devrait faire. Nous, on va le faire, même si on a une fraction minuscule des ressources qu'ont les gouvernements à travers le Canada. On va le faire. On va faire un reportage sur tous les effets néfastes du confinement afin qu'on puisse passer vraiment, mesurer les deux côtés. Alors, nous sommes dans une situation difficile vis-à-vis nos droits et libertés qui sont affaiblis dans les dernières décennies. Que faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a 3 choses. Premièrement, rester informé, devenir informé. Il y a beaucoup de ressources qu'on puisse lire afin de se tenir au courant. Deuxièmement, il est très important de devenir engagé ou bien de rester engagé si on est déjà engagé dans la démocratie. Si on aime la justice, il faut être engagé dans la politique. Pourquoi? Parce que c'est le processus politique qui amène à la création de nos lois. Est-ce qu'on veut des lois justes ou est-ce qu'on veut des lois injustes? Évidemment, on veut des lois justes. Des lois qui protègent nos droits et nos libertés. Les lois qui protègent le droit des parents d'enlever leurs propres enfants, d'éduquer leurs propres enfants, tels que les parents trouvent le meilleur, et non pas nécessairement ce que l'État veut ou des activistes politiques veulent. La société libre ainsi que la prospérité économique dépendent de l'exercice des droits fondamentaux. Il faut assumer la responsabilité comme citoyens, citoyennes, de pratiquer notre liberté d'expression, notre liberté religieuse, notre liberté d'association. Les libertés sont comme un muscle. Plus qu'on utilise un muscle du corps, plus fort que ça devient. De moins qu'on utilise nos muscles, de plus faible il devient. C'est la même chose avec nos libertés constitutionnelles. Si on aime la justice, il faut militer, il faut agir, il faut être actif dans le processus politique afin de créer des bonnes lois. Si on se retire, ça va devenir pire. Dernièrement, et je pense que c'est le point le plus important, c'est de rester encouragé. Il faut se souvenir qu'à travers l'histoire humaine, il y a toujours eu des périodes de noirceur où la situation était vraiment pourrie. La situation où il n'y avait aucune liberté. Et on regarde les héros du passé, ce sont les gens qui ont continué à promouvoir la justice, qui ont continué à parler, à proclamer la vérité. Pour moi, je trouve mon inspiration dans l'histoire. Lorsque je regarde, par exemple, l'Empire communiste qui existait de 1917 jusqu'à l'année 1990, 91, 92, pendant des décennies,
il y avait un régime très oppressif qui violait la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté d'association, le droit des parents d'éduquer leurs propres enfants. C'était un système totalitaire qui opprimait le peuple et qui a causé aussi la pauvreté. Il n'y avait pas de prospérité, de richesse dans ce régime. Pourquoi est-ce que c'est tombé après 70 ans? C'est parce qu'il y avait des individus qui n'ont pas perdu leur foi, qui n'ont pas perdu leur amour pour la liberté, qui tenaient leur courage même avec le menace de la prison et même la mort. Ils ont continué à proclamer la vérité et agir. Pour nous, notre situation, c'est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui que pour les gens qui habitaient en Russie, dans l'Union soviétique pendant ces décennies. Alors eux, ils ont eu le courage à continuer à militer et le résultat ultime, c'était que ce régime est tombé. Nous, on ne risque pas la prison, on ne risque pas la mort. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est que les gens vont nous attaquer en dire vous êtes homophobique ou transphobique ou raciste ou telle chose, les insultes. Mais les insultes, c'est beaucoup moins grave que la prison et la mort. Alors il faut prendre courage et il faut continuer à proclamer la vérité, à être engagé dans la politique, d'être engagé dans le processus démocratique. Il faut continuer à utiliser, à exercer notre liberté d'expression. Et si vous voulez plus de renseignements au Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, il y a un site web jjcf.ca. Encore, je remercie les organisateurs de la conférence Apologia. Il m'a fait un très grand plaisir de faire partie de cette conférence. Bonjour, je me présente Bernard Bousseau, directeur général chez Racine et Chamberlain, courtier d'assurance dommages. Bonjour, je me nomme Mireille Addo, je suis courtier en assurance de dommages chez Racine et Chamberlain depuis 3 ans. Alors, notre cabinet est une entreprise familiale, 4e génération. Elle a plus de 125 ans d'existence. Nous assurons assurance dommages, ça veut dire aussi bien une petite voiture qu'une très grosse entreprise. On a toute la gamme de produits. Mais particulièrement, nous avons un produit qui nous tient à cœur, c'est celle de l'assurance pour les églises. Effectivement, nous avons cette particularité-là, donc d'être un courtier qui se spécialise en assurance des églises. Donc, l'assurance des églises, pour nous, reste un produit phare parce que au sein du bureau, nous avons toute une équipe, dont moi en particulier, qui s'occupe de l'assurance des églises. En tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, je comprends vraiment les besoins des églises, les besoins des pasteurs et je suis là pour aider ces églises-là à trouver le meilleur produit d'assurance pour eux. En étant un courtier en assurance pour les églises, nous assurons à la fois une église qui est locataire, mais également une église qui est propriétaire du bâtiment.
Donc, en dehors du bâtiment, nous allons assurer aussi les équipements de musique, les bancs, tous les biens que ces églises-là possèdent. En dehors des biens des églises, nous assurons également la responsabilité civile des églises. Il y a aussi une couverture qui est faite sur mesure, qui est la couverture des abus. Donc, c'est une couverture qu'on va venir vraiment retrouver dans le cadre des églises. En tant que monitrice de l'école de dimanche, donc en contact avec les enfants, nous savons que ces enfants-là sont parfois exposés, ça peut être aux abus moraux, des abus sexuels, des abus physiques. Donc, c'est vraiment important pour les églises de comprendre la pertinence de ce produit-là. Et nous sommes là, Racine Chamberlain et toute son équipe en arrière, dont moi et d'autres membres de l'équipe de l'assurance des églises sommes là pour accompagner les églises dans ce processus-là. J'ai aussi le privilège de choisir mes équipiers car ils doivent avoir un profil fait sur mesure pour cette clientèle qui est très nichée. Ce sont des personnes qui vont communier avec Dieu, évidemment. L'assureur est aussi un assureur qui répond avec des produits spécifiquement pour les églises. C'est aussi le moment où on va rencontrer tous ces gens pour vraiment comprendre leurs besoins. Et dans ce contexte-là, nous allons aussi faire de la prévention. Donc, on va aller visiter l'église avec le conseil d'administration, avec le pasteur, avec le prêtre, et s'assurer de bien comprendre les enjeux. On peut déjà tout de suite, lors de la visite, faire un plan de prévention pour essayer de réduire les chances d'avoir des sinistres. Évidemment, malgré cette prévention, il va y arriver des situations où il va y avoir des sinistres. Et là encore, nous devons accompagner les personnes, les assurés dans ce contexte pour prendre les bonnes décisions. C'est donc un projet qui, du début à la fin, nous amène à dire, nous, chez Racine Chamberlain, nous avons un profil pour répondre spécifiquement à des besoins très particuliers qui s'appellent des églises. Donc, le fait d'être un courtier qui assure les églises a un avantage. Donc, cet avantage-là, c'est d'être en contact avec les pasteurs, comprendre leurs besoins, parler le même langage, mais de surtout recevoir la prière et leur bénédiction avant de raccrocher le téléphone. Alors, si jamais vous avez des besoins de conseils, des renseignements, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler Racine et Chamberlain. Merci.